Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre cinquième séance et la dernière pour ce séminaire, pour ce séminaire intitulé Choléra 2024, dispositifs de soins et frontières coloniales. Juste pour rappeler un petit peu, au fil des séances précédentes, nous avons exploré différentes dimensions des liens entre frontières, santé, soins et expériences vécues. Aujourd'hui, nous aborderons une question particulièrement sensible, celle de l'imaginaire de la contamination, de ses représentations sociales et de la manière dont certaines formes de souffrance psychique peuvent être interprétées et prises en charge dans notre contexte. Et à cette occasion, en fait, nous aurons comme intervenants principaux Dr Amadi Abdallah et Shaki Tadjou. Et juste pour vous présenter un petit peu le contenu de la séance, nous allons commencer par un petit tour de salle rapide où chacun pourra se présenter brièvement afin de mieux faire connaissance. Ensuite, je passerai la parole à Dr Ansfoudine pour qu'il nous fasse un récapitulatif des séances qui sont déjà passées. Ensuite, je passerai la parole à Patricia et enfin, la parole sera à nos intervenants. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous aurons à partager quelques séances d'un film qui a été enregistré ici au niveau d'Anjouan, que vous allez découvrir par la suite. Certainement, parmi nous, il y a certains qui l'ont déjà visionné, mais ce sera l'occasion de le revoir et de pouvoir échanger là-dessus. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux présentations. Je vais commencer par moi-même. Je m'appelle Aïcha Mohamada et je suis nutritionniste et je suis l'animatrice ou bien la présidente de cette séance. Et je passe la parole à Patricia pour qu'elle se présente. Merci Aïcha. Donc Patricia Janodi. Moi je travaille actuellement comme psychanalyste à Paris et formée par plusieurs décennies de psychiatrie de secteur, donc en tant que psychiatre, et puis tous les collectifs, parce qu'ils sont à plusieurs niveaux, qu'on continue à élaborer ensemble. Merci, Patrick. Patrick Gemla, donc psychiatre et psychanalyste à Reims. Je continue à animer un collectif de réflexion à partir du centre Antonin Artaud, où Patricia a été invitée hier, la criée. Voilà. Merci. Michel. Michel Sampas, je suis infirmière en psychiatrie et je suis intervenante au centre de santé Victor Wally en Côte d'Ivoire. Merci, Michel. Philippe. Donc, Philippe Bichon, moi, je suis psychiatre retraité, mais toujours en activité. Je travaille toujours à la Borde, 4 jours par semaine. Et puis aussi avec le centre de santé Victor Wally. Voilà. Boris. Boris Chaffel, j'exerce la psychanalyse à Paris et au collectif de Pantin. Et je suis à la fois en institution à Sainte-Anne et aussi en CMPP et puis en libéral. Voilà. J'ai Merci. déjà vu le JB. film pardon, je voulais juste vous prévenir que j'ai déjà vu ce film et que j'ai pas eu le temps de me coucher. Donc je me déconnecterai sans doute au moment de la projection. Il n'y a pas de souci. JB. Oui, bonjour. Jean-Baptiste Bournet, je suis psychologue dans un CMPP à Fresnes et puis je travaille pour une association qui s'occupe de jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Ça s'appelle Métabol à Paris. Et tu fais partie de l'intervision mensuelle. Je fais partie, oui, d'une intervision à partir du CMPP où je travaille, où je coordonne l'activité et donc c'est un plaisir de faire cette intervision avec Patricia, Jackie Tadjou, Dr Abdallah autour de notre clinique respective. Ah, merci. Alice. Bonjour, donc je suis Alice Roland, je suis psychologue dans un service social de Paris qui accueille des gens qui cherchent un logement. Merci. Daniel Wardi.
Bonjour, moi c'est Daniel Wardi, médecin cardiologue au CHRI Hombo en Juin Comore. Laurence, Bonjour, je suis Laurence Kunowski, psychologue et psychanalyste. J'ai longtemps travaillé au CMP Vladimir Granov à Nanterre et je continue de travailler, mais en libéral. merci. Elsa, Elsa Pachutonodi, je suis enseignante de français et intéressée par les questions qui se discutent ici. merci Elsa. Lise, Voilà, Lise Guignard, je suis psychanalyste, plus ou moins retraitée et plus particulièrement obsédée par la question de l'analyse du travail, pas seulement de l'emploi, mais du travail, du travailler de chacun d'entre nous. merci. Étienne, Bonjour à tous, à toutes. Je suis Étienne Seolo, je suis éducateur, Alaikum salam. particulièrement pour l'accompagnement des jeunes en rupture sociale et familiale de 18 à 26 ans. Merci. merci. Solha, Bonjour, je suis docteur Soala Mohamed, je suis médecin généraliste et j'exerce en juin au Comores. Camille, Camille, si vous nous entendez, est-ce que vous pourriez... Oui, Oui, bonjour. Désolée, je ne trouvais pas comment remettre le micro. Du coup, je suis Camille Zuber et je travaille comme psychologue à Paris, en psychiatrie adulte. merci. Kader, le micro. Oui, mais Est-ce que vous pouvez activer votre micro? C'est Bonsoir bon? à tous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kader Abderrahmane. Je suis endocrinologue, diabétologue et nutritionniste au CHRI Solango, en jouant aux Comores. Merci. Kaysan, Bonjour, je m'appelle Kaysan Benamet. Je suis étudiant en mathématiques informatiques et intelligence artificielle actuellement au Maroc. merci. Docteur Nourdine, bonjour, je m'appelle Dr Nourdine Sedali. Je suis médecin urgentiste et en même temps médecin référent VIH. Je travaille à l'hôpital de Bamba au HACC en juin. Hugues, Bonjour, je m'appelle Hugues Dalton, je suis co-directeur de l'ONG comorienne de Hari. merci. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc, avant d'entrer dans le thème du jour, il nous semblait... Ah oui, Outiati, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Outiati Ahmed Seleman, je suis épidémiologiste. Je suis le responsable de la surveillance épidémiologique au niveau de l'île d'Anjouan. Merci. Merci Otiati. Donc, je disais, avant d'entrer dans le thème du jour, il nous semblait important de revenir sur le chemin parcouru ensemble durant ces séances. Et je vais passer la parole à Dr Ansoufoudine Mohamed qui nous proposera un bref retour sur les principales idées et discussions des séances précédentes. Donc, Mohamed Ansoufoudine, la parole est à vous. C'est bon. C'est bon. Moi, c'est Ansoufoudi Mohamed, je suis médecin cardiologue et c'est avec Patricia que nous avons commencé donc cette, ce séminaire. Donc, il me revient de faire un récapitulatif sur ce que nous avions fait les mois passés. Donc, il faut savoir que l'idée de ce séminaire a émergé dans le prolongement immédiat de la crise de choléra qui avait durement frappé l'Union de Comores en 2024.
Au plus fort de cette crise, Patricia et moi avions fait le pari d'échanger des lettres quotidiennement, une façon pour nous de ralentir un peu le tempo que nous imposait l'urgence. Il s'agissait d'introduire au cours de cette course effrénée des chiffres, des courbes, des protocoles. Il s'agissait donc d'introduire des récits de vie, des histoires singulières capables de nous rappeler à notre humanité à nous. La première séance consacrée à l'épidémie de choléra survenue en juin au Comores a précisément permis de donner corps à cette intention. Elle a montré que cette crise ne pouvait être réduite à un simple événement médical. Les récits de vie mis en regard des données épidémiologiques ont révélé des dynamiques profondes, héritage de l'esclavage, structure sociale issue de la féodalité arabo-tunisienne, fracture ancienne et persistante, ce que l'on désigne aujourd'hui par euphémisme comme des vulnérabilités apparaissent ainsi comme les produits d'une histoire longue. Dès lors, une question s'impose. D'une crise à l'autre, peut-on se contenter d'en contenir les effets sans interroger les déterminants structurels qui sont sous-jacents à ces crises? La deuxième séance, animée par le professeur Jacques Pépin, ancien médecin de Brousse au Zaïre et historien des maladies infectieuses, a permis d'élargir cette réflexion en inscrivant la pandémie de VIH-Sida dans une perspective historique. En s'appuyant sur ses travaux, notamment son ouvrage Aux origines du sida, il a retracé les trajectoires du virus bien avant son identification en 1981. Si la transmission initiale de la maladie de l'animal à l'homme, probablement lors d'un dépistage d'un chimpanzé, constituait un événement majeur, cela ne suffisait pas à expliquer l'ampleur de propagation donc, de cette épidémie du sida dans les années 80. Le professeur Pépin a mis en lumière des facteurs amplificateurs tels que les approches de médecine coloniale, notamment les campagnes de traitement de la maladie du sommeil, des injections. Donc, le professeur Pépin a mis en évidence donc, des facteurs qui ont amplifié cette maladie. Il s'agit de certaines pratiques coloniales dans les campagnes de traitement de masse de la maladie du sommeil, au cours desquelles des injections avaient été réalisées avec du matériel non stérilisé. À cela se sont ajoutés les bouleversements sociaux majeurs, tels que l'urbanisation rapide, le déséquilibre démographique dans les camps de travail, le développement et l'expansion des réseaux de transport facilitant la circulation du sida dans le Congo de l'époque. Cette analyse montre que les épidémies ne sont pas seulement des phénomènes biologiques, mais ce sont aussi des constructions historiques et sociales. Quant à la troisième séance, avec Lise Guéna, a introduit une dimension complémentaire qui a consisté à explorer les mécanismes psychiques et sociaux à l'œuvre dans le travail de soins, notamment les processus de déni et de démenti. Leur intervention a permis de déplacer le regard, car il ne s'agit pas seulement de constater l'existence de résistance ou de comportements irrationnels, mais d'en comprendre les logiques internes qui les animent. Ils nous ont ainsi montré que ces mécanismes relèvent ce qu'on peut appeler des communautés du déni, où s'entremêlent protection psychique, rapport de pouvoir, l'enjeu de disqualifier ces attitudes Il y a un écho. L'enjeu n'est pas de disqualifier ces attitudes en les attribuant à l'ignorance. Il y a un écho. C'est Lise qui n'a pas coupé son micro. Ouais. Donc, l'enjeu n'est pas de disqualifier ces attitudes en les attribuant à une certaine ignorance ou à une mauvaise volonté,
mais de nommer ce qui se joue, sans essayer de catégoriser ou d'essentialiser les individus. Cela implique donc de se départir de certains biais moralisateurs, idéologiques ou même racialisants qui tendent à opposer de manière simpliste les savants et les ignorants. Ainsi, au cours de cette... et le 12 avril, donc, nous avons eu à faire la 4e séance. Et c'est une séance qui nous a fait voyager dans la Côte d'Ivoire profonde des années 80, plus précisément dans un village appelé Train-les-Diableux. En 83, il s'est passé une chose, c'est qu'un fils de ce village, travaillant au centre psychiatrique La Borde à Paris, a invité plusieurs de ses amis psychiatres avec qui il travaillait pour venir visiter son lieu d'origine. De cette visite, donc, naquit le centre Victor Wally, un centre psychiatrique implanté au cœur du village de Train-les-Diableux. Ce centre accueille des patients souffrant de maladies mentaux venus de partout dans la Côte d'Ivoire. Ils sont ainsi intégrés dans leur prise en charge, ils sont ainsi intégrés dans la communauté, ils bénéficient de solidarité du village et peuvent circuler librement dans le village. Les malades, ils sont pas bâillonnés, ils ont droit à la parole et ça rappelle ce moment qui nous a tous touchés quand nous étions, les Comam, qui est donc un espace d'expression collective et libre. Et c'est dans cette dynamique de soins communautaires et d'ouverture que survient, au début des années 80, l'épidémie du sida. En l'absence de traitement à l'époque disponible et d'un fort déni social, la maladie a été souvent interprétée à travers le prisme de la sorcellerie. Le centre Victor Wally s'est trouvé pris dans une tourmente profonde, marquée par la perte de patients et même de proches. L'arrivée ultérieure des ARV, des antirétroviraux, n'a pas immédiatement levé toutes ces difficultés. Et là aussi, révélé une certaine frontière héritée de la logique coloniale. Le coût élevé des traitements, la représentation persistante comme quoi les pays du Sud seraient incapables de gérer ces thérapeutiques au risque de développer des résistances aux médicaments, ces discours de réfutation ont à leur tour nourri le déni de la maladie et prolongé les obstacles à une prise en charge efficace. Donc, si on regarde, on voit qu'il se dessine entre ces différentes séances, les crises sanitaires ne peuvent être comprises ni traitées sans prendre en compte les interactions entre savoirs médicaux, structures sociales, héritage historique, représentation psychique. Et le fil conducteur ici, donc, entre les différentes séances, c'est donc les crises ne peuvent être comprises ni traitées sans prendre en compte toutes ces interactions que je viens de citer. Mais notre enseignement, qui nous a paru beaucoup plus insidieux et qui traverse presque tous ces récits, c'est celui d'un caractère profondément situé et politiquement chargé des formes de déni. On l'a vu quand il s'agit de traiter, il faut pas, les attitudes de déni, il faut pas aller trop vite en besoin et les juger comme étant irrationnelles, mais c'est des perceptions qui s'enracinent dans des systèmes de fonctionnement souvent implicites qui hiérarchisent les savoirs, les territoires et même les capacités donc des communautés. À cet égard, l'exemple de l'accès, on l'a vu, des ARV, a été particulièrement éclairant. La suspicion persistante selon laquelle les pays africains, à l'époque, seraient incapables de façon intrinsèque à manier ces thérapeutiques et nous montre bien que euh, nous montre bien que ce biais-là, c'est un biais qui a contribué aussi et qui a contribué à prolonger ces schèmes de pensée qui sont hérités de la colonisation, qui sont aussi des biais, qui sont des biais racialisants et même catégorisants. Ainsi, donc, les dénis ne peuvent pas être neutres, ils sont portés parfois inconsciemment par des visions du monde qui produisent de la distance, de la méfiance, de l'inégalité dans la reconnaissance des savoirs et des pratiques. Les déconstruire ne revient pas seulement à corriger des erreurs de perception, mais à interroger les cadres même à partir desquels certaines réalités sont rendues visibles, même invisibles. C'est à cette condition que peut s'ouvrir un espace véritablement partagé de compréhension
et d'action face aux crises. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis quelques mois ensemble. Merci. Euh, Merci beaucoup, Dr. Ansfudine, pour ce résumé. Donc, je vais passer la parole à Patricia pour introduire cette séance et aussi c'est elle qui introduira nos invités, nos intervenants de cette séance. Patricia, la parole est à vous. Merci. Voilà, donc nous en sommes à la dernière séance de ce parcours, quand Soufodine vient de nous ramener hein, sur ce qui s'est passé de séance en séance. Et pour cette dernière séance, il semble y avoir une bifurcation, puisque jusque-là, donc, nous avons travaillé sur les épidémies d'aujourd'hui, en jouant, en Côte d'Ivoire et ailleurs, choléra, sida, ce qui vient d'être appelé donc. Et aujourd'hui, avec les collègues du service de psychiatrie communautaire de Hombo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de folie et de contagion imaginaire. Alors, le plus souvent, on traite ça séparément, hein. D'un côté, la prise en compte des maladies infectieuses, voilà, et de l'autre côté, l'accueil et la circulation des symptômes dits psychiques. Alors, ben, c'est justement notre pari d'entrecroiser ça, soit de les prendre en quelque sorte avant leur classification en registres séparés, dire à hauteur des pratiques concrètes. Alors, c'est un peu inhabituel hein, d'y aller de cette manière. Est-ce que ça change quelque chose? Il se pourrait que ça change quelque chose un peu, et notamment sur la manière de traiter la contagion. La manière, on va dire, la plus habituelle dans le discours courant, mais aussi dans le discours médical, mais aussi dans le discours de santé publique, etc., c'est de s'appuyer sur la métaphore de la contagion. Métaphore à tout faire s'il en est, hein. Indistinctement, la contagion, pour, on le dit ça, pour les micro-organismes, pour les idées, pour les affects. Et de l'utiliser comme ce point de verrouillage, aussi bien ça verrouille les autres niveaux de circulation. On dit contagion, et hop, panique, hein, panique et compagnie. Comme si tout était dit, alors que bien plutôt, rien n'est dit. Donc ce qu'on fait là, c'est plutôt de s'intéresser à ce que ça nous fait comme soignant, donc au niveau basique, de ce que ça nous fait les phénomènes de contagion, et éventuellement comment on fait avec. Alors, ça c'est pour l'année écoulée. Pour l'année prochaine, on compte persévérer dans ce genre de croisement, poursuivre sur ce mode. Donc ce qu'on a au programme, on aura une séance sur la lèpre, où il s'agira à la fois de l'état actuel de la lèpre en jouant, la lèpre est active en jouant, et aussi bien comment l'histoire avec les lépreux et les soins en lépreux ont servi, ont été une des branches d'appui dans la construction du service de psychiatrie communautaire, c'est pas rien, ouais, donc cet entrecroisement-là. On parlera de la Covid et notamment de ce qui s'est passé au centre Antonin Artaud à Reims et un peu en jouant. Donc là, on a des micro-organismes identifiés, hein, lèpre, Covid. On aura une séance sur le diabète à Anjouan et en France, dans la région de Blois, le travail collectif autour des diabétiques. Donc là, on n'a pas de micro-organismes identifiés. Et pour autant, les phénomènes de contagion imaginaire sont décisifs dans la manière dont on travaille collectivement, et notamment en jouant. Ça, Aïcham nous dira beaucoup de choses là-dessus l'année prochaine. Euh, Donc ça, c'est une petite amorce hein, de ce qui à la fois continue avec cette légère bifurcation. Et puis, eh ben, on en profite pour annoncer un élargissement du collectif du séminaire. C'est les collègues qui étaient, ben, en fait, qui sont déjà engagés là, avec le trépied qu'on a construit ensemble. Il y a les collègues de Triné-Diapleux, donc Alex Wad, Michel Sampa et Philippe Bichon. Côté en jouant Shaki Tadjou, Ahmadi Abdallah, Aïcha Mamada, Mohamed Ansoufoudine, et puis moi aussi. Et puis chacun étant multi-appartenant, en fait, multi-localisé. Donc, avant de passer la parole aux collègues du service de psychiatrie communautaire, je vais dire quelques mots sur notre collaboration, puisqu'on s'est rencontrés une première fois en 2017. Et la Covid étant passée par là, la rencontre suivante a été en 2022,
mais les choses étaient amorcées de telle manière qu'en 2022, nos dispositifs ont commencé presque aussitôt à se construire. Il y a notamment une intervision mensuelle, donc ça fait 4 ans d'intervision maintenant. Jean-Baptiste, qui est là, y participe. Il y a aussi Ania Youssoufa, qui va peut-être nous rejoindre en cours de route. Euh, et ces intervisions mensuelles, ça se passe comme une intervision, c'est-à-dire qu'on s'adresse alternativement les uns aux autres, collègues comoriens, collègues français vers les collègues comoriens, de préférence autour des situations qui nous embarrassent, sinon ça n'est pas très intéressant. Les situations qui nous embarrassent, c'est-à-dire les plus quotidiennes. La particularité de cette intervision, c'est qu'elle est construite autour d'une histoire et d'une frontière coloniale qui se diffractent dans les symptômes. Donc on n'a pas besoin de la nommer tout le temps, elle est là dans notre dispositif. Et ça agit d'une certaine manière dans la manière dont on travaille ensemble. Donc les situations qui nous embarrassent, y compris les situations les plus quotidiennes, et y compris les situations d'enchaînement pour folie. Le quotidien, je dis ça pour les collègues côté français, ces situations quotidiennes en jouant, et notamment la situation de Ellie. Et on en a parlé, et de fil en aiguille, on a réalisé un petit film où Ellie témoigne du processus de désenchaînement. Elle partage avec nous. Ce petit film a d'ailleurs été une étape du travail avec Ellie. C'était pas un film sur quelque chose qui avait déjà eu lieu, quelque chose qui avait lieu, et qui continuait à se travailler avec ce petit film et les suites. C'est encore un travail en cours. Voilà, donc je passe la parole à Chaké et à Madi, qui vont nous parler de ça plus précisément. Bien. Alors, bonjour. En fait, je suis Hamadi Abdallah, responsable du service de santé mentale du centre hospitalier de référence insulaire de Hombo, à Anjouan. Je vais faire en fait un bref aperçu contextuel sur l'historique et de ce que nous faisons ici, qui sera complété évidemment par Chaki. Le service de santé mentale SSM du centre hospitalier de référence de Hombo est créé en mai 2006 après la formation d'un infirmier et d'un médecin, moi-même, au centre de santé mentale de Mayotte. À partir d'un cas singulier et de questionnements sur la prise en charge des patients souffrant de troubles de comportement, on est arrivé peu à peu à une approche communautaire. Nous sommes en mai 2006, en pleine période d'épidémie de paludisme aux Comores. Une jeune élève de 16 ans est admise à un centre de santé pour syndrome fébrile avec agitation psychomotrice. Après investigation, le diagnostic de neuropaludisme à forte densité parasitaire est retenu et traité comme tel. Tenant compte du fait que le tissu social est en général solidement soudé aux Comores, un mode particulier de prise en charge de patients souffrant de troubles mentaux, dénommé prise en charge communautaire, va être adopté et développé. Nous allons essayer de vous définir cette prise en charge communautaire. Premièrement, la famille du patient doit manifester le besoin de prise en charge du malade. Le patient seul ne peut pas décider de sa prise en charge. Un entretien entre les parents ou proches parents du patient et l'équipe du SSM se fait, détaillant ainsi les modalités de prise en charge. Un accord verbal de principe s'établit entre les deux parties.
Pour l'accompagnement du processus, l'équipe exige qu'il y ait 2 personnes responsables du malade. L'objectif étant d'assurer au patient, bien sûr, un traitement convenable, la disponibilité des médicaments, l'observance du traitement et le respect des rendez-vous. L'équipe du SSM, quant à elle, assure le côté technique. Ce procédé s'étend jusqu'au patient enchaîné. Et dans ce cas, l'équipe du SSM se rend sur place en faisant bien sûr une visite à domicile. Cette visite à domicile, c'est en fait l'équipe qui se rend sur place va organiser le processus du déchaînement, accompagne le patient jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'être suivi au service. Pour les cas aigus, qu'est-ce qui se passe? Une chambre appelée au Tulivu, ça c'est en comorien, voulant dire sérénité, calme, est aménagée pour la circonstance. L'admission dans la pièce est soumise à un certain nombre de conditions. Une fois les conditions remplies, les parents ou proches parents restent à côté du patient et l'équipe du SSM assure le suivi pendant le temps de séjour. Le patient rentre à la maison une fois en mesure de pouvoir continuer son traitement à domicile. Mais dans tous les cas, son hospitalisation ne dépasse pas une semaine. Pour revenir au cas qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les personnes enchaînées, nous ajoutons à leur prise en charge communautaire l'insertion sociale. Cette insertion sociale est rendue plus facile par l'approche communautaire puisque le patient est en permanence avec les siens. Dans les rares cas où l'insertion sociale pose problème, l'équipe du SSM intervient pour faciliter justement ce processus qui est assez long. Je passe la parole à Chaki pour la suite. Merci. Bonjour, je suis Chaki Tadiou. J'interviens dans ce séminaire aujourd'hui en tant que psychiste. Alors, ce qui signifie pour moi accompagner une autre personne en difficulté psychique. Il s'agit pour moi de marcher à côté et avec cette personne dans son cheminement de vie afin qu'elle retrouve un apaisement. En bref, je vais essayer de vous dire d'où je viens professionnellement. Alors en fait, j'ai vécu en France. Je suis intervenue dans de nombreuses années dans un établissement médico-social. J'ai été formatrice des aides médico-psychologiques. J'ai accompagné des personnes avec des troubles du spectre autistique, pas qu'en France, mais aussi au Comores, j'ai continué. Alors, j'ai fait du soutien psychologique de personnes sur le parcours migratoire entre des pays d'Afrique de l'Est et Mayotte. J'ai fait de l'écoute et du soutien psychologique à des personnes victimes de violences basées sur le genre, ici en juin. Et au CSM, donc au service de santé mentale de Hombo, je suis intervenue depuis 2016, c'est-à-dire 10 ans après la création. Je rencontre Patricia en 2017, elle l'a évoqué tout à l'heure, et depuis, nous n'avons cessé de travailler ensemble au travers de dispositifs d'intervision mensuels, ça a été évoqué également,
actuellement avec Jean-Baptiste et Ania, et aussi des dispositifs d'échange professionnels, comme le voyage qui était très, très, très fort et intéressant en Côte d'Ivoire, précisément à Trinlé-Diapleu, où nous allons rencontrer Michel et Philippe et Alex et d'autres. Aïcham aussi, qui est là aujourd'hui. Donc, vraiment, très, très, très intéressant puisque ça a donné lieu à plein, plein d'aventures. Enfin, c'est pour le SSM que mon intervention va se focaliser aujourd'hui. Avec Dr Abdallah, c'est une collaboration particulière que nous avons développée pour l'accompagnement de personnes enchaînées. Juste pour compléter Dr Abdallah, parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses sur ce que nous faisons, ce que nous appelons psychiatrie communautaire est une stratégie singulière adaptée à l'environnement d'Anjouan. La question... Ah. Je crois qu'on a un problème de connexion. Oui, oui, je pense également.